d'introduction et puis vous allez poser vos questions, c'est important. La crise Covid, finalement, qui constitue, on l'a dit, pour ces jeunes, un défi. Et c'est aussi un marqueur générationnel. Hein. Vous avez en face de vous la génération Covid. Moi, j'appartiens, vous appartenez à encore une autre, vous allez nous dire quel est votre marqueur, mais moi, j'appartiens à la génération chute du mur. Eux, ils appartiennent à la génération Covid. À l'un et l'autre, j'ai bien envie de demander, qu'est-ce que ça a changé à votre vision de l'Union européenne, ce Covid, et vos priorités aussi? Alors, on commence peut-être honneur aux dames. Voilà. Bonjour, bonjour à toutes et à tous et merci pour votre invitation. Je suis vraiment ravie d'être avec vous ce matin. Cette première question, elle est évidemment très importante. J'ai juste envie de rebondir, et vous verrez, le mot n'est pas anodin à ce que à la nomination de cette génération. Ce n'est pas la génération Covid, c'est la génération rebond. Et je crois que ça va être le sujet du jour. Et j'espère que justement, ça va être une génération, et j'en perçois déjà les premiers signes, qui va être une génération qui a eu une expérience difficile, on en a bien conscience. J'aime bien l'expression du président de la République, nous sommes vos débiteurs. C'est-à-dire qu'il y a eu un choix qui est très fort, qui est un choix de solidarité intergénérationnelle, où on a protégé nos aînés. Pour vous, ça a été une évidence, vous avez été au rendez-vous, vous avez été privé de choses importantes dans votre vie. On sait, on a tous été jeunes, on sait combien c'est important les études, les rencontres, toute la dimension sociale qui entoure les études. Mais je crois que ça a été aussi un moment du coup de réflexion, de retour à l'essentiel, et je crois très fort, à charge pour nous aussi d'être, et c'est notre intention, dans une priorité pour la jeunesse. La décennie qui vient sera celle de la jeunesse. Je prends très au sérieux cette phrase du président de la République. C'est à nous de vous donner, on va en parler, je crois, tout au long de cet échange, tous les outils pour rebondir. Mais c'est d'abord en vous que ce rebond est là. Et c'est une génération, la vôtre, qui est une génération de l'engagement, et dans laquelle je crois beaucoup, et donc je suis assez sereine et complètement disponible pour vous aider. Maintenant, qu'est-ce que ça change? Je vais dire, je pense que ça par rapport au regard que j'ai, moi, la jeunesse a été toujours ma priorité. Donc, pour ce premier aspect, je dirais que c'est peut-être encore plus essentiel de le mettre au cœur de nos priorités européennes. C'est peut-être la nécessité, et même très probablement, de mettre en place un mécanisme de crise. C'est-à-dire que l'Union européenne, qui est une espèce de miracle, puisqu'on arrive quand même à décider à avancer à 27, doit apprendre, en cas de crise, à avoir une gouvernance d'urgence. Je crois que c'est l'un des premiers défis que nous avons devant nous. Une Europe de la santé, on aura à en reparler aussi, qui est devenue une évidence et qui est en train de devenir une réalité. Et puis, troisièmement, une Europe, oui, de la solidarité, et où le social est encore plus palpable. Il a toujours été là, mais il doit devenir encore plus évident pour tout le monde. Vous avez entendu à la fois la question de Anna Maria et puis cette idée d'une transition verte. Une transition verte vraiment, ou une transition verdie? Parce qu'il y a aussi un terme que vous devez connaître depuis longtemps qui s'appelle le greenwashing, c'est-à-dire on repeint tout en vert et puis on vous explique que c'est la transition qu'on est en train de faire. La relance, la fameuse relance, elle est très très verte, oui oui. Et est-ce que vraiment c'est cette transition verte qu'on nous promet, ou verdie? C'est un petit peu différent. Écoutez, d'abord, j'en profite pour saluer les jeunes personnes engagées qui vont nous poser les questions, et puis vous saluer tous pour votre engagement sur l'Europe, parce que les promotions qui sont réunies ici, et puis tous ceux qui nous regardent, et si j'ai bien compris, qui se demandent s'ils s'engagent dans le cycle d'études proposé par l'Institut Jacques Delors, et je les engage à le faire, et je vous remercie pour votre engagement, parce que c'est difficile de comprendre l'Europe, et c'est très important d'avoir des ambassadeurs et aussi des vigies comme vous. Et donc, j'en viens à votre question. Bien sûr, votre génération a un rôle absolument essentiel dans la prise de conscience des enjeux environnementaux, et je crois qu'on est vraiment, et je vais en donner quelques exemples, dans quelque chose de très fondamental qui n'est pas de l'ordre du greenwashing. J'y viens tout de suite. Je crois qu'on a vraiment complètement changé de configuration au Parlement européen. Et je vais vous faire une réponse qui est à la fois politique et un peu institutionnelle, mais c'est intéressant de voir comment se fabrique la loi
parce qu'au final, c'est ça qui se traduit ensuite dans des réalités pour les citoyens européens. Donc d'abord, prendre acte que le pacte vert, effectivement, c'est une pierre angulaire de la mandature de von der Leyen. Nous, on en est assez fiers parce que c'est vrai qu'elle a repris 90% des propositions de Renaissance, la délégation à laquelle j'appartiens. Ce que je constate aussi, mais qui est un fait, c'est que la commission environnement, qui autrefois était une commission utile, mais pas forcément centrale, est devenue totalement centrale. C'est-à-dire que c'est probablement l'une des commissions les plus puissantes. Elle est présidée par mon collègue Pascal Canfin, qui est très sensible et très pertinent sur les questions écologiques, ancien DG de WWF. Et donc, ça, c'est aussi des changements institutionnels qui montrent que l'environnement, comme ça a été très bien dit, est au cœur des préoccupations. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce n'est pas en plus, c'est-à-dire que c'est une évidence. Ça n'est plus un enjeu, une question qu'on pose en plus de temps en temps. C'est une question qui vient et que tout le monde partage. Et quand on dit qu'il y a 37% du plan de relance qui doit être consacré à des investissements qui concernent directement l'environnement, je trouve que c'est à la fois formidable, hein, c'est quand même déjà très bien, mais c'est trompeur au sens où, en fait, il y a ce filtre environnemental qui, dorénavant, est universel. C'est-à-dire que tout ce qui est investi par l'Europe, dorénavant, passe par le filtre environnemental. Et même ce qui n'est pas concerné par le 37%, c'est pas directement ça, mais l'enjeu environnemental, il est quand même là, il est toujours considéré. Et ça, je trouve que c'est un progrès qui est considérable. Ensuite, il y a des budgets dont on parle moins. Le budget total de l'Union, 150 milliards d'euros. Il y a 20% du budget qui est consacré à la défense de l'environnement et à la lutte contre le changement climatique. Et ça va devenir 25% bientôt. Donc ça, c'est des faits. Alors maintenant, venons-en parce que vous avez aussi posé une question politique, de dire que les jeunes se sont parfois dit, pour défendre l'environnement, il faut que je vote vert. Je pense que les verts sont toujours des vigies, très probablement, et qu'ils ont eu historiquement, le mouvement politique vert a été important. Mais j'en parle un peu au passé parce que je crois que la victoire de l'enjeu environnemental comme un enjeu incontournable pour l'ensemble des partis et l'ensemble des représentants politiques fait que, pour moi, il y a quelque part une page qui a été tournée pour l'écologie politique qui met les enjeux au centre et ce qui parfois est à côté de la démarche que je viens de décrire, qui est que l'environnement, bien forcément, il est partout, mais du coup, il faut aborder avec pragmatisme l'ensemble des défis qui sont posés à la société. Alors, je voudrais vous décrire en fait notre manière de travailler, dire que quand on constate que, par exemple, 92%... On pourrait dire inversement peut-être aussi que l'enjeu écologique s'est imposé à tous les autres partis, indépendamment du fait que les Verts ont été ou non débordés par l'obligation pour tous les autres partis de traiter cet enjeu. Ouais. Et je crois qu'il faut rendre hommage à votre génération. Je crois que vraiment, vous avez placé ce défi comme un défi incontournable. Je ne le dis pas par démagogie, c'est une réalité. Et j'ai conscience que vous continuerez à être exigeant. D'ailleurs, votre question le montre et vous avez raison. Donc, nous... et je crois que c'est un enjeu qui a été porté par votre génération. 92% de nos propositions Renew, elles sont votées en commission, enfin nos propositions sont votées à 92% en commission, plus en plénière. Si on prend un exemple, ce qui fait que notre délégation Renaissance est considérée comme la plus influente après la CDU allemande. Et on est très engagé sur l'environnement. Donc ça avance et je vous donne juste un exemple parce que je trouve ça intéressant, cette ingénierie législative quelque part. La semaine dernière, on a eu le plaisir de pouvoir voter le rapport sur la stratégie biodiversité et on l'a voté avec les Verts, avec les SND, avec la gauche et 2/3 du PPE. Donc on avait une quasi-unanimité. Vous voyez les absents, je vous laisse les deviner. Alors il faut voilà. Qu'on avance sur les questions. On avance. Et ce qu'on va faire aussi, c'est que on va choisir qui répond. Vous allez nous dire qui répond. On va faire l'un après l'autre, on va se prendre du retard sinon. Effectivement, membre de la 4e et actuelle promotion de l'Académie Notre Europe, Jean-Philippe Dohaut, juriste et chef de projet en innovation juridique chez Ubisoft. Mis à part les questions du futur du droit et de l'action politique, vous vous passionnez d'ailleurs pour la musique, l'art, le sport et les nouvelles du monde. Mais cette fois-ci, vous voulez nous parler un peu de diversité dans l'Union européenne. Oui, tout à fait. Alors, c'est un peu difficile de choisir qui va répondre, donc peut-être que je vous laisse ce soin-là. D'ailleurs, merci à tous d'être venus et je suis vraiment ravi de
de croiser la promotion 4, ceux de ma promotion et les autres promotions. C'est une année Bon, vive la assez promotion complot. 4, il est en train de dire. Allez, allez, on applaudit bien fort. Ça a été une année difficile pour tout le monde, mais on y est arrivé. Et effectivement, on fait partie de cette génération Covid qui a su rebondir et qui a su faire une pause et se re-questionner et demander du changement. C'est pour ça qu'on est là. Alors ma question, c'est sur la diversité. Effectivement, l'Union européenne interdit toute discrimination fondée sur le sexe, la race, l'origine ethnique, la religion, les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle. Avec la pandémie et la crise, on voit que ces inégalités sont en train de se creuser et que beaucoup de groupes essayent de montrer à quel point c'est difficile souvent d'obtenir un logement, d'obtenir un travail. L'Union européenne propose pas mal d'initiatives en faveur de l'égalité homme-femme et en matière d'égalité raciale. La principale directive date d'il y a plus de 20 ans et on voit qu'au sein même des instances de décision, il y a une véritable manque de représentation. Je me suis permis de faire un exercice en observant les équipes des commissaires sur le site de la Commission européenne. J'ai vraiment fait cet exercice-là et je vous invite tous à le faire d'ailleurs. Et j'ai remarqué le peu, voire l'absence totale de diversité des équipes. Ma question à vous deux, c'est que pensez-vous des mesures visant à favoriser la diversité raciale, sociale et de genre dans les postes de décision? Et plus généralement, comment l'Union européenne peut-elle agir de façon plus ambitieuse pour lutter contre toutes ces inégalités et s'attaquer à leurs causes structurelles? Alors, qui veut répondre à celle-là? Peut-être Ilana, et puis la prochaine pour vous, Enrico Letta. Oui, alors donc, d'abord, merci pour cette question. C'est vrai qu'on est très actif sur l'égalité femmes-hommes et j'ai le plaisir de vous annoncer que la semaine prochaine, on va voter les 40% dans les conseils d'administration de présence féminine. Du coup, ça pose la question, est-ce qu'on devrait avoir la même démarche pour les discriminations qui sont l'ordre de la discrimination ethnique ou raciale? Alors, je vais répondre à votre question. Il y a un plan d'action de l'Union européenne justement pour favoriser la diversité et l'inclusion qui est en train de se mettre en place. Alors j'ai envie de vous dire, s'il est en place, c'est qu'il y a un problème. Donc ça veut dire que, ben oui, parce que quand ça se passe bien, on n'a pas besoin de plan. Donc c'est à la fois, si vous voulez, je prends acte de votre remarque qui est très juste, votre constat, mais je trouve intéressant la démarche qui n'est pas tout de suite dans une démarche de quota, mais il y a un bureau de la diversité qui est mis en place, il y a une formation contre les préjugés inconscients des personnes qui recrutent, un accompagnement du recrutement et une évaluation des données. Ça veut dire et ça c'est peut-être le prélude, soit ça va marcher parce que de manière soft, on va faire prendre conscience de ce problème qui est un vrai problème, et faire avancer les choses. Peut-être qu'on aura à avoir une démarche plus volontariste, c'est possible, mais en tout cas, le problème, il est identifié, je le suivrai. Merci d'avoir attiré mon attention là-dessus, parce que je crois qu'on y pense, mais peut-être pas tous les matins, et on devrait y penser tous les matins. Et j'ajoute juste, mais très rapidement, juste pour que moi, je suis très, très engagée dans le mentorat. Je pense que tout ce qui est lié à la diversité, il y a ce qui est en aval au moment de l'embauche, mais il y a il y a les autocensures, il y a ouvrir les horizons pour tous les publics, et je crois beaucoup au mentorat, qui est un plan qui vient d'être annoncé en mars par le président de la République au niveau français, et moi au niveau européen, j'essaye d'inscrire dans l'espace européen de l'éducation, dont je suis rapporteur pour Renew, l'idée notamment du mentorat comme une évidence européenne. Donc je pense que c'est très très important aussi d'agir depuis le plus jeune âge et à travers ce genre de dispositif. Donc je crois qu'on doit tous s'y mettre, mais oui, la Commission doit prendre aussi ses responsabilités. Merci beaucoup. Donc oui, effectivement, déjà très heureux d'être ici. Je souhaitais vous interpeller un petit peu, sans doute peut-être davantage Madame la députée, sur la question de la libre circulation. Je pense que comme on le sait tous, la pandémie a entraîné de très nombreux freins à la mobilité. Ils ont parfois été nécessaires, mais dans certains cas, ça a eu des conséquences vraiment très dommageables pour les citoyens, en particulier pour les jeunes. Je pense par exemple à l'annulation de nombreuses expériences Erasmus. Pourtant, ces expériences participent à la fois à forger une véritable identité européenne, mais aussi à développer tous les composants de la société plus largement. Et aussi, un sujet plus personnel, la situation des couples transfrontaliers non mariés, dont je fais partie, pour lesquels aucune solution n'est proposée en France actuellement, contrairement à d'autres États européens. Donc, dans ce contexte, et face à, on va dire, à la montée ambiante de la méfiance contre l'autre, contre l'étranger dans notre société, je voudrais savoir un peu comment vous voyez l'avenir des politiques de mobilité, à la fois au niveau national, mais aussi au niveau européen, à court comme à long terme, et de manière importante, à la fois dans l'Union, mais aussi avec les pays tiers. Peut-être pour très brièvement aller vers deux exemples. Sur la situation des couples transfrontaliers non mariés, je pense qu'il est important de se rappeler que nous ne sommes pas des touristes
sommes des foyers en devenir. Nous désirons contribuer à l'avenir de l'Europe. Donc, est-ce que nous, couples transfrontaliers non mariés, on ne pourrait pas être considérés, par exemple, comme un motif impérieux de rapprochement en toutes circonstances? Comme les circonstances Covid, on sent quand même la douleur d'avoir été séparés, non, pendant la crise Covid. Oui, oui. C'est une grande douleur quotidienne. En plus, cette crise Covid a été l'occasion de la mise en place d'une véritable différenciation sur la base du mariage, qui dans nos sociétés actuelles peut paraître complètement anachronique, cruelle et assez incompréhensible. Est-ce qu'il ne serait pas temps de reconnaître que cette différenciation-là, elle n'a pas lieu d'être et d'y mettre vraiment fin? Et pour finir, juste avec cet angle santé, parce que je pense que ça a été évoqué, c'est un sujet très important dans le cadre de mon emploi actuel à l'Organisation européenne du cancer à Bruxelles, c'est un sujet que je traite au quotidien. Comment est-ce que les nouvelles ambitions en matière de mobilité au niveau européen, par exemple l'augmentation du budget Erasmus, ça peut bénéficier à la construction de sociétés européennes plus résilientes? Je pense par exemple au fait de pleinement profiter du potentiel de la mobilité des jeunes professionnels de santé pour à la fois résoudre les inégalités dans l'accès et la qualité des soins, mais aussi les pénuries en matière de professionnels de santé à travers l'Europe. Merci. Alors, ça fait beaucoup de questions, mais déjà, vous entendez le jeune homme frustré de ne pas pouvoir voyager jusqu'à sa tendre moitié, qui n'est pas sa femme, et dès qu'il n'y a pas de mariage, il n'y a pas de libre circulation. C'est quand même terrible, en effet. Vous savez, cette très belle phrase de Jean Monnet, l'Europe se fera dans les crises et sera la somme des solutions trouvées à ces crises. Vous citez un exemple, c'est-à-dire que la pandémie nous a surpris à plus d'un égard, et je pense qu'il y a certains réflexes que nous avons eus qui n'étaient pas anti-européens. Je crois qu'il y a eu quand même beaucoup de discours sur c'est la fin de l'Europe. Non, on sait bien que l'Union européenne a la maîtrise des frontières extérieures à l'Europe, mais pas des frontières intérieures. La manière dont on a réagi, qui évidemment n'était pas satisfaisante, car pas anticipée, pas coordonnée, mais s'est imposée au moment où ça a eu lieu, évidemment fait partie des choses que nous devons absolument réfléchir, anticiper, parce qu'il y aura probablement d'autres épreuves. L'histoire ne se répète pas, mais il n'empêche que cette épreuve-là, collective, elle nous a fait identifier notamment le problème des couples transfrontaliers. Alors moi, ce que j'ai envie de vous inviter à faire, c'est saisissez-vous de cet extraordinaire instrument dont on a parlé à l'instant, c'est la conférence sur l'avenir de l'Europe. J'en profite d'ailleurs pour dire au nom de Clément Beaune, qui probablement vous en reparlera tout à l'heure, qu'il a lancé une consultation des 15-30 ans, Parole aux jeunes, lancée par le ministère européen. Donc c'est un très beau projet. Je ne sais pas pour me défausser, mais au moins ça mettra la barre haute pour trouver effectivement des solutions, que le mariage ne soit pas la référence exclusive. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on voit bien qu'il faut quand même qu'il y ait quelque chose pour prouver que c'est vraiment un couple. Sinon, on s'imagine bien qu'on peut tous aussi... on voit très bien la limite juridique. Dès qu'on parle de droit, il faut parler aussi d'un dispositif. Mais moi, donc je vous engage peut-être à ouvrir le chantier, et puis à nous ensuite d'être à la hauteur de vos conclusions et de vos recommandations. Et puis, juste pour un mot sur la santé, je crois que vraiment c'est un des enjeux. Je voudrais vous partager avec vous un échange que j'ai eu pas plus tard qu'hier avec un artisan. Ça m'a fait très plaisir parce qu'il avait assez désespéré sur pas mal de choses, mais il m'a parlé de l'Europe de la santé en me disant ça c'est formidable, ça c'est un des grands acquis, et il est exact que l'Europe de la santé maintenant ça y est lancée. Ce que vous dites est intéressant, c'est-à-dire cette idée d'avoir une coordination des personnels soignants. Je pense qu'il faut vraiment... ça existe dans le cadre de la liberté de circulation, mais peut-être faut-il avoir une attention plus particulière, en particulier en cas de crise, pour aller être plus efficace dans la solidarité intra-européenne. Et ensuite, c'est une réalité par rapport à la souveraineté dans la production du médicament. On s'est rendu compte qu'on n'était même pas capable de faire du paracétamol en début de crise. On est en train de devenir... Au courant de l'été, Thierry Breton, commissaire européen au marché intérieur et en charge, vous savez, de la task force sur la production des vaccins, vient d'annoncer que nous allons être, l'Union européenne, le plus grand producteur de vaccins au cours de l'été. Très vite d'ailleurs, je crois, au courant juillet, on va produire 1 milliard de doses. Et je souligne d'ailleurs qu'au jour d'aujourd'hui, on est à peu près à 650 millions de doses produites, et dont à peu près la moitié ont été vers l'exportation, et notamment vers les pays défavorisés. Donc la solidarité, elle a été là dès le début dans l'approche européenne, et je crois qu'on doit se féliciter de cette souveraineté de la production de vaccins, demain de médicaments, qui est en train de se construire, et qui est évidemment une des grandes avancées. Donc voilà, nous restons fidèles à Jean Monnet avec humilité, parce qu'on arrive toujours un peu trop tard, mais avec beaucoup de détermination.